Ces petits étangs perdus au milieu de la nature ont souvent une très bonne population de poissons, mais voilà, ils ont quand même leurs caractéristiques. Premièrement, ils sont difficiles à pêcher parce que les places de pêche sont très peu nombreuses. Il y a très peu de fond. Un étang comme celui-ci a au maximum 80 cm de fond. Et bien sûr, il s'accumule au fond toutes les branches et tous les trucs qui tombent des arbres possibles et imaginables. Ça veut dire qu'il va falloir pêcher, ça va être une pêche très difficile. Et surtout une pêche qui va être très sensible. Je ne dis pas solide, mais sensible. Parce que les poissons sont quand même beaucoup plus méfiants dans très peu d'eau que quand on pêche avec 3 ou 4 mètres de profondeur. Dans celui-ci, par exemple, je sais qu'il y a de très beaux cendres. Ces très beaux cendres-là, il va falloir les chercher d'une manière tout à fait différente que lorsqu'on pêche dans une eau normale. Et maintenant, on va faire le tour des postes pour voir un peu comment il faut les pratiquer. Ici, par exemple, c'est l'entrée d'eau. C'est une vaste surface où il n'y a pratiquement pas d'herbe. Le fond, 30 à 50 cm au maximum. Sable au hasard. Ici, toute la journée, on peut faire des brochets, qui ne sont pas de taille phénoménale, mais enfin, on peut faire des beaux brochets. Et le soir, dans 25 à 30 cm d'eau, on peut faire des cendres à la queue leu pratiquement quand il commence à sortir de l'ombre pour se chasser. Trouver les poissons dans un endroit comme ça, c'est ou un tout petit trou au fond, ou alors la zone qui se trouve à l'ombre. Les brochets, les cendres, tous les carnassiers se mettent pour chasser systématiquement à l'ombre parce qu'ils voient les poissons qui passent dans le soleil. Le frais était bon cette année. Il y a des milliers d'alevins qui sont là maintenant en surface. Ça va être les poissons auxquels les cendres vont s'intéresser le soir. Là, c'est la zone d'ombre où il faut pêcher. Alors évidemment, c'est pas facile de se glisser là-dessous avec une canne à pêche pour pêcher les carnassiers. Surtout que dans ces plans d'eau ici, la pêche avec les appâts naturels, c'est-à-dire au vif mort-vivant, n'est pas autorisée. Donc on est limité à tout ce qui est leurre artificielle. Mais je me suis aperçu avec le temps qu'on attrape au moins autant de poissons en se promenant autour de l'étang avec des leurres artificielles plutôt qu'en restant calé sur un poste en pêchant aux poissons morts ou au vif et en se faisant bouffer par les moustiques. Parce qu'ici, il y en a toujours pas mal. Alors là, ça va être un des postes typiques ici de ces petits étangs. On se trouve sur une surface relativement dégagée, juste devant l'île. Il y a toujours beaucoup de carpus qui se mettent dans le coin là parce qu'il y a beaucoup de très gros amours blancs. Mais quand on pêche d'ici, il faut arriver à lancer à ras des branches sous l'île là-bas. Et là, on peut faire de toujours, mais jour et nuit, des très beaux cendres. Sur le côté, là-bas, il y a un arbre dans l'eau. Ça a toujours été un poste à brocher quand même relativement valable. Mais ici, c'est surtout les cendres qui vont tourner avec l'ombre autour de l'île avec le soleil et le poste à brocher qui lui est pratiquement toujours plus ou moins à l'ombre. Ici, nous voilà dans un autre cornet de l'étang, toujours face à l'île, et sur le côté de l'île, il y a toujours beaucoup de racines baignantes et de bois morts tombés dans l'eau. Et toute la zone qui se trouve là-bas, c'est vraiment le repère des cendres le matin. L'après-midi, ils iront de l'autre côté. Au coin de l'île, là-bas, il y a des branches baignantes, il y a du bois dans l'eau. Et ça, c'est le repère des cendres pour une bonne partie de la journée parce que c'est un peu plus profond. Il doit y avoir à peu près 1,20 m. Et s'il y a des cendres à aller chatouiller, c'est là-bas dans le coin. Ensuite, un peu plus près au bord, ici, il y a des branches qui sont tombées dans l'eau. Et là, c'est un poste à brochets qui sont petits à moyens, un peu au-dessus de la taille, mais sans plus. Il y a quelques beaux brochets de là, et on pourra seulement les attaquer du poste suivant. Alors ce coin de l'île là, c'est le coin de l'île sur le côté le plus profond.
Là, c'est le poste surtout à Gros Brochet. Il y a quelques années de ça, 3 ans exactement, on en a sorti un. Le lac, il faisait quand même 1,40 m. C'est énorme. Là, nous sommes arrivés à la sortie d'eau de l'étang, c'est-à-dire au niveau de la bonde, et c'est le coin le plus profond, si on peut appeler ça profond, parce qu'avec 80 cm à 1 mètre d'eau, c'est pas grand-chose. C'est le plus vasard, et ce qu'on peut faire ici, c'est des silures, petits, moyens, et surtout le soir, à la tombée de la nuit, sous les branches baignantes, alors là, on peut attraper des sandres, mais alors pratiquement sous ses pieds. Ils viennent chasser les alevins qui se réfugient dans les pentes aquatiques en bordure la nuit. Et chose curieuse, c'est que dans des étangs comme ça, les appâts sont quand même différents des appâts classiques parce que je me suis aperçu qu'on pouvait très bien prendre des cendres. Et ça m'est arrivé la semaine dernière avec des porte-bois, vrai ou faux, qu'on peut utiliser des petites cuillères très fines, très légères, qui ne vont pas s'accrocher au fond, genre cuillère à macro, qui sont très brillantes pour pêcher au lancer. Il n'y a vraiment que là qu'on peut utiliser ce matériel-là qui n'est pas du tout fait pour pêcher les carnassiers en temps normal. Ces étangs-là nous ont procuré une surprise de taille. Cet étang-là est un des derniers refuges pour une espèce de moule d'eau douce que personne ne connaît plus, ce sont les grosses moules d'étang. Ces moules-là sont sur la liste rouge des animaux plus que menacés. Les scientifiques leur accordent encore peut-être 20-25 ans avant que l'espèce ne disparaisse particulièrement. Et dans cet étang-là, il y en a à peu près 3000, et les pêcheurs se donnent beaucoup de peine pour que cette espèce-là survive malgré tout à toutes les pollutions et tous les changements qui peuvent se produire dans la nature. Ces grosses moules d'étang, que l'on appelle anodontes, sont des moules qui peuvent vivre très longtemps. Celles-ci ont toutes entre 25 et 30 ans. Ce ne sont pas des moules fixes, c'est des moules qui se déplacent à l'aide d'un pied. Ici, il y en a une qui s'en trouve un petit peu. Un pied énorme qui leur permet de ramper, de se déplacer sur la vase. Elle filtre d'eau de tous les débris organiques qui s'y trouvent. Ces moules-là n'existent plus, en Allemagne en tout cas, que dans 2 plans d'eau, c'est tout. Et dans celui-là, là, c'est certainement la plus grosse trouvaille qui a été faite ces dernières années, puisqu'on en a environ 3000 dedans. Les très très grosses font largement plus d'1 kilo. Yeah. Ah, parti. J'ai dû y foutre devant le nez, c'est tombé à l'eau, craque et le tape. Avec un streamer, alors dans les eaux plates comme ça, c'est la meilleure façon de s'amuser à pêcher le brochet, je dis bien de s'amuser, c'est de les pêcher au streamer et pratiquement à vue. Alors là, il y en a un qui est là juste à côté, il y a mon copain qui va essayer de l'attraper au streamer. Je dis que c'est bien. Film le prochain. Regarde le brochet qui, regarde le brochet qui. Ah, il est parti. On a dû faire un mouvement qui a fait peur. Pour la pêche, là, c'est un compromis entre l'heure souple et le mort manié avec ce mélange hybride de cuillère et de l'heure souple. En aucun cas, par contre, il faut que ça aille trop lentement, parce que sinon, ça part dans la vase. Le mouvement d'animation doit être de haut en bas.
fond, ni les herbes, ni rien du tout. Le leurre reste intact sur toute la durée du lancer. Ah bah dis donc, il est borgne le brochet. Regarde, un aiguille. C'est pas étonnant qu'il partait toujours que d'à côté. Alors ça c'est un montage hybride, cuillère leurre souple, dans lequel on peut relativement bien cacher l'hameçon. Il est ici. Il n'est dégagé que lors d'une touche. Ça évite premièrement de lancer par le poids de la palette de la cuillère et deuxièmement de s'accrocher partout, dans toutes les branches, etc. On peut arriver à se faufiler entre les branches avec ce genre de monture là. Essayez de mettre les petites bêtes en appétit. Je ne sais pas s'il y a des brochets, mais en tout cas il y a des vis. Ça m'étonne de pêcher comme ça au mois de juin parce qu'il y a toujours un tas de pollen qui viennent des arbres. Ça fait une couche sur la flotte. C'est pas tellement appétissant. Voilà. Une carte qui est en train de suivre mon truc. Ça, c'est le genre de leurre que j'emploie quand je cherche plus particulièrement un gros brochet, un beau poisson. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une chasse là. Alors, je vais essayer ma chance avec celui-là. Comme l'eau est assez teintée en ce moment, je préfère employer des leurres un peu plus foncés. Celui-là est noir sur le dos. Ensuite, il est transparent au milieu avec des paillettes, ce qui donne quand même des reflets dans l'eau. Et le ventre est blanc comme tous les ventres de poissons. En principe, c'est un leurre qui m'a toujours donné de bons résultats dans ces eaux-là. « 80 cm de fond là.
Et aussi, c'est bizarre, mais ça tire drôlement pour un brochet, ça. Bon, ça c'est pas un brochet. Ouais. Un brochet à moustache, ça. Vous voyez, dans les branches. Oh là là. Eh bien, ici. Hein. Ouais. Posez là. Voilà. Oh, pas si mal que ça quand même. Hein. Voyez. Tu lâches mon doigt, t'es gentil. Là, il faut les pinces, hein, parce que il n'y a pas à se décrocher. On leur supple les foutus. Allez. Voilà. C'est évident que pour pêcher les carpes dans un milieu comme ça, où il n'y a pratiquement pas d'eau et des branches partout, le meilleur des montages, c'est de ne pas en avoir. Parce que ça, c'est trop compliqué. Tout ce qui touche le fond, c'est trop compliqué. Moi, j'ai opté définitivement pour un flotteur fixe, un petit flotteur fixe comme ça, monté directement sur le corps de ligne, avec un hameçon simple, sur lequel je mets, suivant les saisons, des gros verres ou tout simplement de la mie de pain, une boulette de mie de pain. Et c'est avec ça que ça fonctionne encore le mieux. Pas de plomb, pas d'accessoires qui puissent déranger par leur inertie les carpes quand elles mordent. Un morceau de pain, le flotteur qui me sert surtout à lancer, et puis ça suffit largement. Voilà. Alors la mie de pain, c'est pas difficile, on prend un bouquet de mie de pain qu'on repétrit sur la hampe de l'hameçon. Comme ça, de manière à ce que ça... Alors, il faut... Bien sûr, vous allez avoir des petits gardons, des petits retangles qui vont venir manger le pain par en dessous, mais c'est pas grave. En principe, leur mouvement attire une carpe qui, elle, avale tout d'un seul coup. Comme ça, on peut très bien le lancer et ça suffit largement. Voilà. À peu près cette profondeur-là, c'est là, c'est mi-haut ici. Et on peut voir quand même aller pêcher assez loin. Ça suffit largement. Le manège des petits retangles qui vont venir sur le pain fait sortir les carpes de dessous, les branches qui entourent l'île, parce que là-bas on ne peut pas lancer. Ou alors il faudrait faire un système de va-et-vient qui emmène l'appât là-bas, mais ça c'est trop compliqué.
tout cas, ils viennent voir. Rien que le poids du pain et de l'hameçon, ça suffit à mettre le petit flotteur à la verticale. On peut prendre aussi comme flotteur un flotteur pré-plombé, type flotteur anglais, genre Wrangler. Mais à ce moment-là, il faudra prendre pas un fil flottant comme ici, il faudra prendre un fil plongeant, de manière à ce qu'il passe sous l'eau, qu'il n'y ait pas de prise au vent, quand par exemple il y a des vagues. Dans les eaux comme ça où il y a des amours blancs, on peut remplacer le pain par un bouquet d'herbes qui est lié avec un morceau de laine verte et qu'on enfile autour de l'hameçon. Et là, ça fera déplacer les amours blancs et seulement les amours blancs. J'ai un hameçon. C'est quand même les systèmes les plus simples qui fonctionnent. Un flotteur, un bout de pain. Doucement, doucement. Allez. Voilà. Allez, là. Elle m'a pratiquement ouvert l'hameçon cadeau. Ça. Je vais la mettre tout de suite. Allez. Voilà. Là, tu sais que il y avait eu du pot de la ramener, heureusement que j'y étais en douceur, hein, parce que moi ça c'est un hameçon. Tu me diras c'est pas un hameçon à carpe, c'est un hameçon à truite. Pour pêcher dans des conditions aussi particulières, il est évident qu'il faut adapter son matériel et prendre non seulement du matériel spécifique, mais souvent du matériel qui n'est pas destiné qui est destiné à d'autres pêches, pour l'adapter à des pêches dans très peu d'eau comme ça. Et maintenant, j'aimerais vous présenter une partie du matériel que l'on peut utiliser dans de telles conditions. Voilà le matériel qu'on utilise pour pêcher dans des conditions comme ça. Maintenant, j'aimerais vous présenter les caractéristiques ou les trucs des différentes séries qu'on trouve ici. La technique la plus indiquée, et c'est l'employée par la majorité des pêcheurs, c'est évidemment la pêche au leurre souple, avec un hameçon speed qui se présentera toujours la pointe en l'air. Voici maintenant les 4 sortes les plus couramment utilisées pour pêcher, que ce soit les brochets ou les cendres, avec le leurre souple forme classique, mais en veillant que l'hameçon ici n'ait pas un diamètre trop important et puisse s'ouvrir lorsqu'on reste accroché, parce que là sinon l'étang devient un cimetière à hameçon dans les branches, etc. La deuxième, bon, c'est les montures Jean Brajkovic, avec seulement un hameçon, en veillant que les hameçons puissent aussi s'ouvrir lorsqu'on reste accroché. Les deux autres, ce sont des leurres souples, mais qui sont montés sur des têtes flottantes. C'est-à-dire que ça, c'est pas du plomb, c'est du polystyrène. C'est-à-dire que le leurre souple va être décollé du fond par cette tête flottante. Donc, il va convenir, pour pouvoir lancer et pour pouvoir manier le leurre souple, d'avoir un plomb entre 3 et 5 grammes à peu près, que l'on placera à peu près entre 50 et 1 mètre du leurre souple. La deuxième méthode, c'est de pêcher bien sûr avec des poissons nageurs flottants, qui est très peu plongeant. Seulement, ces étangs-là ont une particularité, c'est qu'ils renferment toujours beaucoup d'alevins de petite taille. Donc, il conviendra, dans la majeure partie des cas, pour les cendres, de prendre des alevins de petite taille
qui sont plus exactement destinés aux truites, en éventuellement changeant la taille des hameçons. Voici quelques-uns des spécimens qu'on utilise le plus couramment pour les brochets ou éventuellement les gros sabres. Un poisson nageur à paillettes qui brille bien dans l'eau en éliminant un hameçon qui risque de s'accrocher de trop. On met soit un triple un peu plus gros en queue, ou alors éventuellement, si ça accroche vraiment trop, on met un hameçon simple. La même chose avec celui-ci, flottant, très peu plongeant, avec deux hameçons, et toujours respecter que le fer des hameçons soit relativement fin pour pouvoir s'ouvrir si on reste vraiment sérieusement accroché. Les trois autres séries, ce sont des poissons nageurs qui sont plus exactement destinés à la pêche à la truite. Seulement, c'est la taille idéale pour pêcher les cendres dans des eaux comme ça. Alors tous sont flottants, très peu plongeants, c'est-à-dire qu'en tirant beaucoup dessus, on arrive à descendre à 80 cm, ce qui suffit largement. Et le dernier, c'est un scarabée. C'est aussi c'est flottant, très peu plongeant, et ça c'est fait pour pêcher surtout les brochets à la tombée de la nuit à travers les bancs de nénuphars. Celui-là est particulièrement meurtrier en plein été, au mois d'août, quand il fait vraiment bien chaud, que les brochets se tiennent à l'affût juste sous les nénuphars. Ça ressemble à tout ce qu'on veut, une grenouille, un scarabée, mais enfin ils sont extrêmement prenants. Maintenant je vais vous présenter trois trucs qui sont venus de l'expérience, qui n'ont rien à voir avec une pêche bien déterminée, mais qui sont extrêmement efficaces dans des eaux comme ça. Ce sont tout d'abord un hybride entre leurre souple, qui vient s'enfiler sur l'hameçon, et une palette de cuillères à hameçon simple qui va nager comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on met la cuillère comme ça, l'hameçon traverse le corps du leurre souple, et ça fait en même temps un peu système anti-herbe qui empêche la cuillère de s'accrocher de trop. Ensuite, ici, c'est une cuillère totalement destinée de sa dénomination originale, puisque c'est une cuillère à maquereau. Très peu de poids, un hameçon qui s'ouvre bien, très fin, à laquelle il va convenir à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 en avant, de mettre soit un petit plomb, soit une bombette flottante ou très peu plongeante. Et ça donne de très bons résultats. Le dernier que j'ai eu depuis très peu de temps, c'est cette larve qui s'appelait coconne, si je ne me trompe pas, avec une bavette flottante, avec une bavette très peu plongeante, et avec laquelle on pêche à la bombette, avec une bombette flottante très peu plongeante, à peu près à 1,80 m à 2 mètres en avant. Et ça, pour faire le coup du soir sur les cendres quand ils chassent dans 25 ou 30 cm d'eau, c'est fabuleux. Ça vaut largement toutes les autres leurres artificielles que je connais jusqu'à maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme canne à pêche moulinée? Le choix est relativement simple et on n'a pas besoin tellement de prendre du matériel bien spécifique. Tout d'abord, une canne classique pour pêcher le cendre au poisson mormanier ou au leurre souple, ça suffit largement. Diamètre du fil du moulinet, dans tous les cas, entre 20 et 22 centièmes. Ou alors un multifilament de 8 à 10 centièmes. Si ça accroche vraiment de manière à pouvoir tirer les leurres de l'eau en ouvrant les hameçons. Deuxième canne utilisable, c'est une canne qui fait cela fait 4,20 m, ce sont des cannes d'assez longues pour pouvoir pêcher au leurre souple dans les branches pratiquement à la dandinette. Et donc il faut une canne beaucoup plus longue. Et la troisième canne, c'est une canne un peu plus rigide pour pêcher au lancer, à la cuillère tournante, à la petite cuillère ondulante ou alors à la bombette. Si on pêche à la bombette, il faut évidemment ne pas jamais oublier qu'il faut mettre la bombette à peu près 1,80 m à 2 mètres avant l'appât. Donc il faut quand même une canne qui soit un peu plus longue, de l'ordre de 3,30 m, pour pouvoir lancer convenablement. Voilà, et puis c'est à peu près tout le matériel qu'on a besoin pour pêcher dans des petits étangs comme ça. L'avantage aussi d'une pêche en petit étang comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin de trimballer un tas de matériel. Normalement, la voiture n'est pas très loin et tout peut rentrer dans
dans une ceinture comme ça, qui évite un temps de transport et tout ça. Le seul truc de spécial que je prends, c'est, comme d'habitude, un produit odorant que je mets sur les leurres souples, que je mets sur les cuillères pour les carnasser. Voilà, et c'est tout. On peut aller à la pêche simplement comme ça, avec sa canne à pêche, sans se charger comme un baudet. Là, maintenant, on va essayer d'aller à la pêche dans la jungle, là. Ce sont des postes qui sont toujours très difficiles d'accès. On a plus de chance, souvent, de prendre un bain de boue que de prendre des poissons. C'est encombré par les branches, par le truc, et il y a vraiment peu de place pour pêcher. Ici, là, il y a un coin qui est un peu plus dégagé, où on a quelques mètres carrés de surface libre pour pouvoir essayer d'attraper un poisson. En principe, il y a toujours beaucoup de poissons dans ces genres d'eau. Ici, ce sont des petits étangs qui sont en amont d'un étang qui est un peu plus grand. Et ça fait office un peu de filtre quand il y a de l'eau. L'embêtant quand c'est des places comme ça, c'est que on peut difficilement prendre un tas de poissons en même temps. C'est-à-dire on prend un poisson, ensuite il faut laisser un peu de temps de repos. On va essayer une autre place et on revient ensuite à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure après quand tout ça s'est calmé, quoi. Quand c'est un brochet encore, ça ne fait pas trop de bruit, mais quand ce sont des carpes, là, il faut le temps qu'ils reviennent. Ah, ça c'est bien ça. C'est une bonne. Oh, elle est pas mal, elle. Évidemment, dans des coins comme ça, le nylon est à déconseiller formellement parce que ça sera la fortune peut-être du marchand d'articles de pêche, mais le nombre de poissons que vous allez casser sera beaucoup plus important. Il faut pêcher avec du multifilament. C'est même pas la peine de pêcher très fin. Il faut pêcher sensible et on peut un peu amorcer quand on pêche les carpes, mais je préfère me contenter des appâts de l'époque, c'est-à-dire que à l'été, je vais pêcher avec du maïs ou du pain. Au printemps, je pêcherai avec des vers. Quoiqu'en ce moment, ça marche très bien au vers parce qu'on a eu des grosses pluies ces derniers temps, ce qui fait que les appâts de printemps sont tout indiqués. Alors pêcher là-dedans avec une canne normale, je ne dis pas que c'est impossible, mais enfin disons que c'est pas conseillé. Vaut mieux prendre une canne comme j'ai là. Mais attention, c'est une canne à fil intérieur qui n'est pas faite pour pêcher les truites. Il faut que ce soit une canne intérieure à fil intérieur pour pêcher les carnassiers, c'est-à-dire avec beaucoup plus de nerfs. Mais déjà arrivé dans des coins comme ça, de prendre des brochets, des carpes pratiquement sous mes pieds. Ils ne sont pas habitués aux pêcheurs et si on ne fait pas trop de bruit, ils ne se déplacent même pratiquement pas. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, la branche, là, un meuble à faire, tiens. Il sort de là. Il est sympathique, celui-là. Tu ne mords pas, hein, c'est pas grave. Voilà. Un petit brochet, tu vois. Hein? Allez, file. On n'est pas obligé de lancer loin là-dedans, mais alors il faut lancer très précis parce que les branches, ça, en principe, ça ne pardonne pas. Et si on pêche les gros poissons, il faut pêcher assez musclé
de manière à les empêcher de partir là-dessous. Une carpe qui part là-dessous, on ne la sortira pas, même avec le meilleur multifilament. Il ne faut pas oublier que les arbres sont dans l'eau et qu'il y a à peu près, quand tout va bien, 50-60 cm de profondeur. Alors, quand tu passes au milieu de tout ça, c'est fini. Hein. Attention là. Pas dans les branches, ma petite, pas dans les branches. Allez. Allez, voilà. Au bord, au bord. C'est marrant, mais quand il n'y a pas beaucoup d'eau comme ça, ils ne peuvent pas utiliser... Voilà. Ils peuvent pas utiliser tellement leur puissance. Les poissons, ils tirent quand même nettement moins brutal que dans dans de l'eau courante. Alors, il est pas mal non plus celle-là. Eh, doucement. Là. Une jolie carpoussée qui va retourner dans son élément. Allez. Hop là. On se rend compte qu'on les prend, là, il n'y a pas 50 cm de flotte et on les prend à cette époque-ci encore au vert à mi-eau, c'est dingue. Ah, pour pêcher dans un endroit comme ça, là, on n'a pas tellement le choix, hein. C'est pratiquement l'heure souple. Monter sur multifilament au moins à 10 ou 12 kg et avec une canne à fil intérieur, parce que sinon on ne passe pas dans la pampa. Là. Alors, ce qui est bien, c'est que pour les cendres et les brochets là-dedans, ou même éventuellement les perches, on emploie le même montage. Il suffit de changer la taille du leurre souple, puis la couleur du leurre souple. Si je vois qu'il y a des perches, je prends du leurre souple des petits rouges. Sinon, je prends des leurre souple blanc ou jaune, ça dépend. Les brochets réagissent aussi bien que les cendres aux deux couleurs. Là. L'embêtant quand on pêche avec une canne enfilée, avec du multifilament en fil intérieur, ça glisse pas aussi bien que du nylon. Alors on est obligé d'appuyer un peu plus ou alors de charger un peu en plomb. Enfin, c'est insignifiant. On est pratiquement obligé toujours de pêcher avec un hameçon qui se met la tête en l'air, la pointe en l'air, parce que sinon on reste accroché à chaque fois là-dedans. Il y a beaucoup de poissons, mais il faut encore arriver à les sortir. Oh, les herbes, bonjour. Toujours bien veiller que l'hameçon soit libre, qu'il n'y ait pas d'herbe dessus, parce que sinon ça ne mord pas. Et regarde ce qu'il y a sous mes pieds, dis donc là. Je n'avais pas vu avant, bouge pas. T'as vu la bête? Ça c'est de la moule. Hein. Elle doit avoir à peu près 30 ans, je pense. Et ça doit faire au moins 1 kilo, si c'est beaucoup, même plus. Allez, hop là. Voilà.
J'aurais dit qu'on change la couleur du leurre. C'est autre chose qui mord. Allez, dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Pourquoi ils veulent tous aller dans l'arbre? Pas content. Pas content du tout. Il n'est pas gracieux. Pas dans l'arbre. Non, 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 non. Hein? Ok, allez, allez. On va marcher ta mère. Allez, finis. Une tanche. Voilà, ici. J'ai une petite planche. Allez, saute-là. Alors pour pêcher les tanches, les carpes et malheureusement les brèmes, je monte toujours mes vers de la manière suivante. Pour un hameçon qui est assez gros et surtout très solide, et je ne mets jamais qu'un seul vers, que j'enfile déjà sur la courbure comme ça. Ensuite je tire de manière à ce que le vers remonte sur le fil. J'en laisse à peu près la moitié pendre comme ça. Ça fait que le vers se remue dans l'eau et c'est beaucoup plus attractif que si on met 2 ou 3 vers en paquet. Et comme ça, même les tanches, avec un gros hameçon comme ça, les prennent aussi. Alors que si je mettais des vers en paquet, elles ne le prendraient pas. Ça, c'est pour les vers. Maintenant, quand je viens pêcher les anguilles la nuit, je prends souvent des limaces, comme ça. Le voisin est content parce qu'il en est débarrassé. Après, ça tient très bien l'hameçon et c'est un très bon appât de rechange si on n'a pas de poisson vif. Les limaces, je les pique simplement à la queue, comme ça, en laissant l'hameçon complètement libre. Et ça, c'est l'appât à grosses anguilles par excellence, enfin dans les endroits comme ça. Les limaces, les anguilles les connaissent très bien. Il leur arrive même de sortir de l'eau pour en manger, donc ils ne sont pas surprises d'en trouver un qui est dans l'eau, qui a pu tomber d'une branche ou d'un truc comme ça. Et si vous savez qu'il y a des amours blancs, par exemple, il ne faut pas hésiter à mettre 2-3 feuilles de salade après l'hameçon. Et la salade va flotter. Et croyez-moi qu'elle ne flottera pas longtemps parce qu'ils arrivent assez vite. Et comme dans tous les montages pour ici, simplement le flotteur, un hameçon, pas de plomb, rien. Il n'y a pas ici dans 30, 40, 50 cm de flotte, il faut qu'il soit absolument libre comme s'il était tombé naturellement des arbres. Voilà, c'est... Ah, dis donc. J'ai une petite tanche. Bon poisson, hein?
Ici, c'est encore une des autres rares places pêchables, je dirais. C'est-à-dire où on peut lancer à une quinzaine de mètres. Ici, c'est une très bonne place pour pêcher, surtout la nuit. Là-dedans, il y a des très grosses anguilles, mais qui ne sont actives que vers les 10-11 heures du soir. Mais ce sont des poissons vraiment énormes. Le jour, j'en ai fait une qui, ici, faisait 1,14 m. Elle faisait presque 4 kg. Et le tout dans 30 cm de fond. Le crochet deviendra gras. Voilà. Un aspect. Vous avez pu le voir, des étangs oubliés, connus, méconnus, des étangs dont jamais personne ne s'occupe, où soi-disant il n'y a pas de poissons. On peut faire son bonheur dans des étangs comme ça. Bien sûr, les poissons, il faut les mériter, il faut employer d'autres méthodes de pêche, souvent plus simples, mais qui en sont au moins aussi efficaces. Et comme ça c'est la pêche avec du sport. Il faut jouer un peu les Indiens sur le sentier de la guerre, il faut avoir peur ni des orties, ni des tiques, ni des moustiques. Mais enfin, c'est ça la pêche dans des coins d'eau où jamais personne ne va pêcher.